Monsieur le Premier ministre, entre l'Élysée et Matignon, c'est à qui dégainera le premier? Budget d'austérité avec 40 milliards de coupes, contribution des retraités, nouveau mode de scrutin législatif. Vous brandissez maintenant l'arme référendaire comme un joker politique à chaque blocage, comme un aveu d'impuissance de l'exécutif. Mais entre un président qui veut consulter sur l'organisation du temps scolaire, compétence gouvernementale, et un Premier ministre qui annonce des référendums sans en avoir le pouvoir constitutionnel, une question se pose: qui gouverne? Et surtout, gouvernez-vous encore ensemble? Au tempora, au mores. Hier, on parlait de couac. Aujourd'hui, on parle de polyphonie, mais il faut bien appeler les choses par leur nom, c'est de la cacophonie qui l'emporte. Pire, une cacophonie politique érigée en méthode de gouvernement, un gouvernement d'auto-entrepreneurs. Ce balai institutionnel donne le sentiment d'un pouvoir à court d'idées, à court de majorité, à bout de souffle, déjà. Pendant ce temps, les Français, eux, ne demandent pas de référendum sur le budget ou l'organisation territoriale du pays. Ils veulent savoir s'ils pourront finir le mois, se loger, se soigner, accéder à l'éducation pour leurs enfants, vivre en sécurité, se projeter simplement. Par deux fois, en responsabilité, nous n'avons pas censuré. Mais soyons clairs, Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas là pour durer, vous êtes là pour agir. Agir contre l'anxiété sociale qui ronge notre pays. Alors, Monsieur le Premier ministre, votre objectif est-il de tenir le plus longtemps possible à Matignon ou bien de répondre enfin aux vraies attentes des Français? Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Patrick Kanner, je trouve votre question extrêmement éclairante d'un certain nombre de faiblesses françaises. Et je vais répondre très simplement. Le constat que vous faites ou la photographie que vous présentez, elle est gravement fautive. Quand vous dites que le gouvernement a comme responsabilité de fournir des moyens à tous les acteurs de la société, vous oubliez de dire une chose, c'est que tout courant politique confondu, nous avons créé une situation dans laquelle l'état du pays, l'état des finances du pays, l'état du patrimoine du pays est désormais, ça ne sert à rien d'agiter les bras dans tous les sens. Je dis que un pays qui a accumulé 3 300 milliards de dettes, 3 300 fois 1 000 millions d'euros de dettes, et qui s'achemine, si on ne fait rien, vers une charge annuelle de la dette de 100 milliards, c'est-à-dire l'équivalent de l'addition du budget de l'éducation nationale et de la défense nationale. Ceux qui laissent faire ça sont des irresponsables. Et ceux qui, chaque fois qu'ils montent à la tribune, le font pour demander des crédits nouveaux, le font pour demander des dépenses de l'État nouvelles, ceux-là trahissent l'intérêt du pays. Et donc, le Premier ministre et le Président de la République, travaillant ensemble, Monsieur Kanner, et je vais d'ailleurs vous en donner la preuve, elle est très simple. Lorsque nous évoquons des projets de référendum, si je ne doute pas que vous connaissiez la Constitution par cœur, l'article 11 dit qu'ils sont décidés par le Président de la République sur proposition du gouvernement. Et donc chacun est dans son rôle en évoquant des consultations sur des sujets qui sont des sujets cruciaux. Qu'est-ce qui nous manque? Je vais vous dire en toute sincérité et si vous permettez en amitié, je vais vous dire exactement ce qui nous manque. C'est que les Français, l'opinion publique française, l'opinion civique française prennent conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Si nous ne parvenons pas à atteindre ce seuil-là, nous échouerons à coup sûr, pas seulement le gouvernement, ce gouvernement-là et tous les gouvernements suivants. C'est la raison pour laquelle nous avons l'intention et de tenir les engagements budgétaires et de préparer pour les années qui viennent le chemin, le scénario d'un atterrissage qui permettra enfin à la France de se débarrasser de la charge excessive de la dette et de ne plus être le dernier pays de l'Union européenne sur ce sujet. C'est une responsabilité du gouvernement et le gouvernement l'assumera. Monsieur le Premier ministre, vous êtes à Matignon depuis 5 mois, mais vous soutenez Emmanuel Macron depuis 96 mois.
Et j'ai le regret de vous dire, connaissant aussi comme vous la Constitution, qu'on ne peut pas la tordre comme vous souhaitez le faire en prenant à témoin les Français. L'article 47 de la Constitution prévoit que l'élaboration budgétaire relève exclusivement du Parlement en France. Et ce n'est pas par un référendum que vous pourrez évacuer votre responsabilité collective dans le cadre de l'incurie budgétaire que nous connaissons depuis maintenant 7 ans. Je voulais le dire simplement, il ne faut pas brutaliser le Parlement dans ses compétences constitutionnelles. Ce référendum sur la situation des finances publiques est une ineptie. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, l'État d'Israël n'a aujourd'hui plus qu'un seul objectif, raser Gaza et éradiquer tout un peuple. Ce qui se passe à Gaza depuis des mois est insoutenable. Il s'agit d'un massacre qui met à mal les fondements même de notre humanité. Après l'annonce de son projet de conquête du territoire palestinien, avec une attaque de grande envergure et le déplacement de la plupart de la population de la bande de Gaza, le gouvernement israélien franchit une nouvelle étape dans sa volonté d'effacer purement et simplement la Palestine avec un réel risque génocidaire. Après l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023, nous avons toujours défendu le droit d'Israël à assurer sa sécurité. Mais le choix du gouvernement de Netanyahou de piétiner de manière délibérée et répétée le droit international met en danger sa propre population et sacrifie définitivement ses otages. Les milliers d'Israéliens qui manifestent chaque jour contre leur propre gouvernement le savent. Aussi et surtout, la population civile palestinienne n'a pas à payer pour les crimes du Hamas. L'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza est bloquée depuis 2 mois, affamant ainsi des hommes, des femmes et des enfants. Les Nations unies et les associations présentes sur place ne cessent de dénoncer le massacre d'innocents et les violations constantes du droit international. Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas rester silencieux face à ce massacre. Mais au-delà des mots et des incantations, quelles sont les actions de la France ? Quand allons-nous enfin reconnaître l'État palestinien ? Allez-vous demander une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour prendre des sanctions, imposer un cessez-le-feu et lever le blocus à Gaza ? Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Narassiguin, vous le savez, depuis l'attaque barbare du 7 octobre, la France et sa diplomatie n'ont cessé d'œuvrer pour trouver la voie d'un cessez-le-feu permanent à Gaza, la libération inconditionnelle de tous les otages, la libération inconditionnelle des otages, la défense du droit international humanitaire et la relance d'un dialogue politique qui pourra mener à 2 États, un État palestinien souverain vivant côte à côte avec l'État d'Israël en toute sécurité. Et nous l'avons dit, la rupture du cessez-le-feu qui est intervenu à Gaza représente un retour en arrière dramatique pour toutes les populations civiles de la région. Et c'est pour cela que nous travaillons avec les médiateurs américains, égyptiens, qatariens à remettre les parties autour de la table pour la négociation et assurer l'entrée de l'aide humanitaire que vous avez évoquée. Nous travaillons aussi et nous soutenons l'initiative des pays arabes pour reconstruire la bande de Gaza et bien sûr cette gouvernance qui ne pourra se faire que sans le Hamas, qui est un groupe terroriste. Et je voudrais le dire, comme l'a rappelé tout à l'heure le Premier ministre et l'a dit le Président de la République, le plan qui a été présenté par le gouvernement israélien de conquête de Gaza et de déplacement des populations représente une impasse absolue pour la paix, pour la sécurité d'Israël, pour la sécurité de toutes les populations de la région. Et c'est pour cela que nous continuerons de travailler avec nos partenaires. Il y aura, vous le savez, au mois de juin, une conférence avec l'Arabie saoudite qui visera précisément à travailler à la reconnaissance de l'État palestinien et à créer, enclencher une dynamique de reconnaissance mutuelle d'Israël par ses voisins et de l'État palestinien. Vous pourrez compter sur la mobilisation de la France qui est le pays européen, l'un des pays au monde les plus engagés pour pouvoir trouver les voies de la paix dans la région. Monsieur le ministre, avec cette nouvelle provocation d'Israël, juin, c'est trop tard. C'est maintenant que la France doit reconnaître l'État palestinien sans contrepartie et sans condition. C'est maintenant que le droit international doit s'imposer. Les criminels de guerre doivent être jugés par la Cour pénale internationale. C'est maintenant que nous devons agir. Autrement, c'est tout un peuple qui va disparaître dans notre silence coupable. Ma question s'adresse au ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lundi dernier, le président de la République, dans le cadre de son discours à la Sorbonne,
Choisir l'Europe, choisir la France pour la science, a annoncé la levée d'une enveloppe budgétaire dédiée de 100 millions d'euros. Si l'on doit saluer la mobilisation de la communauté politique et scientifique française pour accueillir des chercheurs étrangers et plus particulièrement américains, cela nécessite cependant des précisions et des engagements. Cette annonce à la Sorbonne, dans une des plus anciennes universités européennes, ambitionne certes une renaissance, celle d'une Europe des Lumières, du savoir et de la connaissance. Elle poursuit la démarche d'accueil impulsée sous la présidence de François Hollande avec l'instauration du dispositif PAUSE, programme d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil, et vient compléter celle déclinée par le CNRS, les organismes de recherche et plusieurs universités françaises de premier rang. Mais cette annonce se heurte à d'autres annonces récentes nettement moins enthousiasmantes. Je pense à l'annulation de près de 500 millions de crédits pour la mission recherche et enseignement supérieur, alors même que le nombre d'étudiants continue d'augmenter, ou encore à celle des 225 millions du programme France 2030. Et voilà que l'on apprend la capacité du gouvernement à mobiliser 100 millions de crédits sur ce même programme, sur des crédits non encore fléchés. Alors, monsieur le ministre, pouvez-vous nous éclairer quant à cette mobilisation de 100 millions d'euros, à savoir quelles années budgétaires de rattachement, quel impact par rapport au programme France 2030, quelles seront les conditions de sélection des scientifiques et des thématiques retenues, quel sera le statut et les salaires des scientifiques accueillis, ou encore la pérennité de ce dispositif. Enfin, monsieur le ministre, considérant les situations de nos universités, dont la majorité, comme vous le savez, se trouve dans une grande tension, voire une précarité financière, comment envisagez-vous que cette terre d'accueil ne se transforme pas en terre de lamentation pour nos chercheurs et enseignants-chercheurs actuellement en poste? Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Ross, dans le droit fil de ce que je disais tout à l'heure à la sénateur Souiris, et en excusant à nouveau le ministre Philippe Baptiste, à la fois, je ne peux que vous donner raison sur l'opportunité formidable que représente évidemment l'accueil possible de chercheurs du monde entier, et en particulier ceux du continent américain, qui sont menacés dans leur liberté académique et dans les moyens qui peuvent être mis à leur disposition par l'administration américaine. C'est dans cet esprit que le programme Choose Europe for Science, vous l'avez bien dit cette fois dans la langue de Molière, a été cette semaine une surprise et une chance formidable. Je veux ici vous répéter un certain nombre d'éléments rassurants sur le plan budgétaire, à la fois sur l'augmentation du budget des universités qui a été décidée par l'ensemble des groupes parlementaires du Parlement, et en particulier dans la discussion qui ont eu lieu avec votre groupe pour obtenir le vote du projet de loi de finances cette année, de 300 millions d'euros. Ces 300 millions d'euros sont bien confirmés dans l'augmentation budgétaire des universités et de l'enseignement supérieur. S'agissant de la recherche, outre les 6 milliards d'euros que j'évoquais tout à l'heure, les 19 milliards d'euros dont fait partie le programme France 2030 sur lequel vous nous interrogiez précisément à l'instant, sont bien confirmés également jusqu'en 2030. Donc le gouvernement est animé des mêmes objectifs que vous pour qu'en effet, si d'autres veulent éteindre les lumières, l'Europe et la France continuent d'éclairer des siennes une partie, sinon le monde entier. Alors, avec la volonté affichée du président de la République, avec le fait que le Premier ministre dit que le gouvernement n'est pas méchant, je ne doute pas que dans le cadre du PLF 2026, on aura des moyens qui seront à la hauteur des besoins des universités, parce qu'après le dispositif PAUSE, il s'agit maintenant d'accélérer.